Voilà, bienvenue dans cette session de l'après-midi. Je remercie par avance nos intervenants qui nous ont autorisé à faire l'enregistrement de ces sessions pour les rediffuser par la suite sur le site d'Optique. Et je laisse tout de suite la parole à Nicolas et Nathalie. Alors, on va voir si tout fonctionne comme tout à l'heure. Alors, partager. Et ensuite, s'il veut bien. Voilà, c'est bon? C'est top. Parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme indiqué dans le résumé de la communication, je vais vous présenter l'analyse que nous avons faite d'une situation d'accompagnement en grand groupe à la HEP Vaud de Lausanne. Donc, il s'agit d'une analyse modeste de pratique qui a pour objectif de prendre un peu de recul pour proposer des pistes de réflexion pour l'action. Alors, ces pistes de réflexion sont avant tout destinées à alimenter nos actions d'accompagnement des formateurs de la HEP Vaud, puisque Nicolas et moi travaillons en effet au centre de soutien à l'e-learning de la HEP Vaud, dont une des missions est de soutenir les acteurs de l'institution dans le développement de l'hybridation de la formation. Donc voilà, c'est juste pour vous situer un tout petit peu le contexte. Et Nicolas était responsable euh, du, du cours dans lequel s'insère la situation de formation qui a été analysée. Alors, je commencerai par le questionnement à l'origine de cette analyse, mais qui était déjà présent quand nous avons mis en place, disons, cette situation de formation, c'est comment accompagner des grands groupes d'étudiants en haute école. Alors, on parle ici quand même de groupes classes, de volets, comme on dit en Suisse, de plus de 400 étudiants. Cette année, je crois qu'on avoisine les 450. L'année passée, donc, ils étaient 432. Alors, en corollaire, évidemment, c'est comment articuler un objectif de support à l'apprentissage et celui de viabilité pour les acteurs, cette viabilité aussi bien pour les formateurs que pour les étudiants. Et pour répondre à ces questions, on a mis en place ce que j'appelle une démarche globale d'accompagnement qui se structure en 3 grandes étapes qui sont assez voilà, évidentes, hein, mais que je reprends ici et puis que je décris dans la suite de cette présentation. Donc, je vais vous présenter un petit peu l'analyse en repartant de ces trois démarches, enfin ces 3 étapes. Donc, vraiment une préparation en amont, l'utilisation d'un ensemble de moyens d'intervention pour soutenir donc l'accompagnement, soutenir les étudiants, pardon, et puis l'importance de la régulation pendant et l'évaluation en aval. Alors, avant de présenter, disons, ces étapes, quelques éléments contextuels que vous trouvez aussi dans le résumé, de manière un peu plus détaillée dans le résumé écrit. Donc là, c'est un cours donc, de bachelor de première année, un cours d'introduction à la recherche en sciences de l'éducation, donc de 3 crédits ECTS pour 432 étudiants. Donc ça situe un tout petit peu le contexte. Le cours a été organisé de manière à ce que les étudiants soient réunis par demi-volets, donc un peu plus de 200 par volet, donc des périodes de grands cours et des travaux pratiques. Là, ce sont des groupes de 25 d'étudiants. Et les formateurs avaient choisi une modalité plutôt de casse inversée. Alors, l'activité, disons, qui se situe dans ce cadre, dans le cadre de ce cours de bachelor, est une activité optionnelle, qui est là aussi, vous le trouverez vraiment une description beaucoup plus détaillée dans le descriptif, je ne vais pas trop y revenir ici, qui a été permise grâce à un fonds, en fait, d'un projet de renforcement des digital skills dans l'enseignement, donc financé par Swiss Universities. Et donc, cette activité optionnelle avait 2 grands objectifs. C'est d'une part de soutenir le développement des compétences numériques des futurs enseignants. Donc, à l'occasion de l'activité, ils avaient notamment à réaliser une capsule vidéo de contenu autour du thème des digital skills. Et puis, il y a un autre objectif, évidemment, qui était d'approfondir les savoirs, savoir-faire qui étaient du cours lui-même, donc problématiser, opérationnaliser, et faire le lien finalement entre les gestes de l'enseignant, spécialiste de l'apprentissage, et du chercheur.
quelque chose qui n'est pas toujours évident pour les étudiants hein, quand ils sont dans ce cours d'introduction à la recherche en sciences de l'éducation. Ils ne voient pas toujours le sens de ce cours. Donc, un autre point important par rapport à cette situation, c'est que ça permet aux étudiants d'obtenir des points bonus pour la certification du cours. Ça a évidemment un impact sur le fait que un certain nombre les choisissent. Alors, donc, première étape qui est assez évidente, hein, donc on a préparé en amont hein, cette situation, il n'y a rien de bien nouveau à ce niveau-là. On a préparé, on a scénarisé, on a implémenté. La scénarisation a été faite tout en construisant le descriptif de la tâche, en fait, hein, pour les étudiants. Descriptif qui a d'ailleurs évolué en cours de route, j'y reviendrai. Et puis pour l'implémentation, il a fallu faire des choix qui tenaient compte du fait que l'activité aurait lieu finalement complètement à distance. Au départ, ce n'était pas vraiment prévu pour être fait totalement à distance, mais il se fait que là, étant donné la situation de pandémie, on a dû l'organiser complètement à distance. Donc on a choisi 3 principes de base, on va dire, pour construire cet environnement. C'est d'une part, avoir vraiment un espace de travail au plus, j'ai toujours une expression par rapport à ça, c'est au plus simple au mieux, en fonction évidemment des besoins, mais vraiment au plus simple au mieux. Donc un espace le plus lisible possible pour les étudiants, un espace aussi évolutif en fonction de l'avancée du travail, c'est aussi en lien un petit peu avec la première partie, c'est pour éviter que ça soit des longs espaces avec plein d'informations. Donc l'idée, c'était d'avoir vraiment un espace évolutif, et aussi un autre point, qui n'est pas forcément évident, en général à la HEPVO en tout cas, on a pris le choix, de dire ce serait le seul espace d'interaction avec la formatrice, donc qui était moi, c'est moi qui gérais cette activité et vous comprendrez que dans ces choix, il y a des enjeux de viabilité. Donc par exemple, le fait d'avoir un seul espace, bah, qui en plus, est un on communiquait avec les étudiants par le forum, hein, et sans abonnement de forum, c'est-à-dire qu'ils ne recevaient pas de messages sur leur boîte mail. Bah, c'était important pour éviter pléthore de messages dans les boîtes mail, hein. Et on voit aussi là qu'il y a un enjeu d'apprentissage du point de vue des étudiants qui doivent apprendre des nouvelles normes, c'est-à-dire que c'est plus à l'information qui vient à moi, c'est à moi d'aller la chercher sur l'espace de travail. Et là, il y avait vraiment quelque chose, on se disait, OK, est-ce que ça va fonctionner? Donc, ça renvoie d'ailleurs à un petit échange que Nicolas avait eu avec Marianne Freinet hein, hier matin, où il parlait de cette nécessité aussi des étudiants hein, d'apprendre de nouvelles normes finalement. Alors là, pour vous donner une idée du caractère un peu évolutif hein, de l'environnement de travail, ça c'est l'état de l'environnement à l'étape 1, on va dire. Il y avait les consignes, le forum qui restait là toute la durée de l'activité. Et puis, voilà, simplement les informations dont ils avaient besoin pour décider s'ils allaient s'inscrire ou pas, et puis l'espace pour s'inscrire, s'ils allaient s'inscrire ou pas à l'activité. Donc, on leur demandait de s'inscrire pour pouvoir s'organiser ensuite au niveau de la, la gestion un peu du suivi des groupes. On n'avait aucune idée du nombre d'étudiants qui allaient s'inscrire finalement, donc voilà, on a demandé qu'ils s'inscrivent, et puis surtout, c'était aussi la possibilité pour eux de choisir avec qui ils allaient travailler, donc alors que dans le reste du cours, ils avaient des groupes imposés. Donc ici, ils pouvaient choisir avec qui ils allaient travailler. Donc au fur et à mesure, évidemment, cet espace ça va évoluer, et là, vous avez une autre vue, c'est la vue finale, en fait, la dernière étape. Voilà, qui restait du coup assez lisible parce qu'on n'avait pas de trop long déroulé au niveau de Moodle. Où là, vous avez vraiment la dernière partie où on a toujours gardé les consignes depuis le début, on avait les groupes constitués, on avait le forum, on avait également les feedbacks qui avaient été donnés, et puis l'espace pour donner les travaux finis. Donc il y a eu d'autres étapes entre les deux, hein, mais je vous montre simplement la version 1 et la version finale. Alors, la deuxième dimension de la démarche, que j'ai appelée démarche globale d'accompagnement, hein, c'est de choisir un ensemble de moyens de support euh, qui vont contribuer finalement à l'accompagnement des étudiants. Et le premier, c'est les supports matériels, qui sont vraiment fondamentaux ici, évidemment. Et le premier, c'est le descriptif de la tâche, qui devrait être le plus explicite possible pour le plus grand nombre des étudiants, pour éviter justement une pléthore de messages aussi, hein, pour essayer
d'expliciter la tâche. Donc c'est quelque chose qui est à la base de la conception des ressources dans l'enseignement à distance, hein. Quand on regarde ce qui se passe dans l'enseignement à distance, ben, c'est vraiment, il y a des gens qui font que ça, qui conçoivent des ressources et des descriptifs de tâches. Donc c'est quelque chose qui est quand même euh, moins développé finalement dans l'enseignement présentiel, puisque en général, on compte sur l'interaction en direct avec les étudiants pour préciser les consignes. Donc, dans notre situation, ben, on a précisé ces consignes avec le formateur responsable, donc Nicolas, euh, dans un premier temps. Et puis ensuite, suite au premier feedback qui a été fait sur les travaux, on a refait donc Nicolas refait une précision de consignes plus détaillée qui permettait aux étudiants d'avoir une analogie en fait par rapport à la tâche qui était demandée. Et donc voilà, c'était vraiment quelque chose qui a été évolutif en cours de route en fonction un peu de l'évolution des travaux. Alors, autre élément, j'en ai déjà parlé, c'est l'environnement de travail qui est simplifié, qui est évolutif, donc j'en avais déjà parlé, je ne vais pas y revenir. Puis ensuite vient l'intervention humaine, qui était importante ici et qui était un enjeu là de charge. Et l'objectif, c'est vraiment d'essayer de se concentrer un maximum sur l'accompagnement cognitif et affectif, motivationnel, et de déléguer finalement tout ce qui est support méthodologique et technique aux moyens 1 et 2, c'est-à-dire les supports matériels et l'environnement de travail qui est simplifié. Donc, l'idée, c'était vraiment ça, c'est d'arriver à ce qu'il y ait le moins possible, en tout cas, d'accompagnement de l'ordre du méthodologique et technique. En ayant de bons supports matériels et de l'environnement de travail. Alors, donc par exemple, le support méthodologique et technique a été relégué dans le descriptif de tâches, où on a fait une suggestion des étapes de travail pour les étudiants, on a estimé la charge que ça représentait, on a donné une estimation de charge pour chacune des étapes, on a donné des conseils pour réaliser aussi la capsule vidéo. Voilà, donc ça, ce sont des éléments, en tout cas d'ordre méthodologique, qui ont été intégrés dans les supports matériels. Alors, les, heu, les interventions donc ont été prévues pour avoir lieu donc dans le forum, je vous ai dit tout à l'heure, sans abonnement et puis à l'occasion aussi, du feedback intermédiaire qui a été fait sur les travaux. Donc le feedback n'était pas obligatoire, hein, on leur proposait en tout cas de déposer à un moment donné une version intermédiaire de leur travail et un feedback était proposé sur, les travaux. Donc ça, je dirais, c'est l'ensemble des moyens qui étaient, prévus. Alors, bah, je passe à la dernière partie, c'est la régulation. Enfin, régulation et évaluation, donc régulation pendant, c'est-à-dire que voilà, on a tenu compte finalement, on a pris en compte les questions des étudiants, pendant tout le processus, les feedbacks aussi sur les premiers travaux pour notamment, hein, octroyer un délai supplémentaire pour s'inscrire, pour déposer des versions intermédiaires, pour ajouter des consignes plus détaillées. Donc voilà, ça c'est la question de la régulation. Et autre élément, je regarde au niveau du temps, ouais, c'est bon. On a essayé de faire une évaluation, dirons, pour prendre un petit peu de recul finalement sur ce qui s'était passé, en essayant de prendre quelques données qui faisaient du sens. Hem, on a finalement 81 groupes qui se sont inscrits. Donc ça veut dire, ça représentait 51 des étudiants, ce qui est quand même pas mal, sachant qu'ils étaient quand même dans une période assez chargée, et 51 en tout cas avaient l'intention de mener cette activité, donc ils se sont inscrits. Il y en a finalement 67 qui ont finalisé l'activité, donc c'est quand même 82 des 80 groupes inscrits, ce qui est quand même pas mal aussi. Sur ces 67 groupes, il y en a 53 qui ont déposé une version intermédiaire et ont reçu un feedback personnalisé. Et dans ces 53, ils ont tous déposé une version finale. Et sur, je dirais, l'ensemble des travaux déposés, il y en a 72 72,5 qui ont eu entre 4 et 6, c'est-à-dire qui ont réussi, sur base du canevas, en tout cas d'évaluation qui était proposé, qui ont réussi l'activité. Sachant que toutes les notes ont été ajoutées comme point bonus, hein. Donc je trouve que 72,5 qui ont réussi, c'est quand même pas mal. Sachant encore une fois, donc ils ont quand même fait l'effort de faire quelque chose de qualité, sachant que de toute façon, dans tous les cas, ils avaient des points bonus. Même s'ils n'avaient pas réussi, c'était quand même ajouté comme point bonus à leur note finale. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant comme élément à relever. Alors, quelques éléments d'évaluation de notre point de vue. Donc,
au niveau accompagnement humain, au niveau du forum, j'ai relevé, j'ai comptabilisé assez grossièrement, mais en gros, on avait 128 messages, et dans ces 128 messages, il y en avait 65 de ma part, le reste provenant de 52 étudiants. Donc, ce qui représente finalement peu d'étudiants sur l'ensemble, hein, ça représente même pas un étudiant par groupe finalement. Donc, et ça concernait essentiellement des informations sur les étapes, compréhension, clarification des consignes et de la tâche. J'ai eu quand même des emails. Euh, bon, c'est, c'était un peu normal. Je veux dire, on était dans une période aussi très stressante pour certains étudiants. Ça représente plus ou moins des mails qui concernent plus ou moins 25 étudiants qui discutaient des délais, de gestion des rendus de travaux, voilà. Donc ça, je dirais que ça représente quand même pas énormément d'étudiants sur les 221 qui étaient prévus dans l'activité. Au niveau des feedbacks, j'ai travaillé en fait sur un canevas de base par sujet. Je regarde le temps, c'est bon. Donc on avait plusieurs questions possibles, hein, qui pouvaient traiter plusieurs questions possibles. Donc j'ai fait un canevas de base avec une page et j'ai décidé de faire une page de feedback par groupe qui était déposée sur un dossier. Et ensuite, à partir de là, on a préparé une consigne plus détaillée qui était donc destinée à tous. Donc ça, c'est en gros le feedback qui a été réalisé. Heu et au niveau de la qualité des travaux, alors c'est vrai que, moi j'étais assez surprise déjà que la version intermédiaire en tout cas qui était déposée était déjà de très bonne qualité pour la plupart des groupes. Et là, quand je m'attendais à quelque chose encore mieux du coup en version finale, puis là on a vu pour certains c'était un peu bâclé parfois parce que je pense qu'ils étaient, dans une telle charge en fait et certains l'ont dit en fin de semestre que certains ont été un peu vite, mais il y a quand même une grande partie qui a réussi, hein. Alors, je reviendrai juste sur ces chiffres, hein, pour moi ça reste quand même, un nombre de messages moi je m'attendais à plus franchement. Le nombre de messages était assez raisonnable finalement par rapport au nombre d'étudiants total et par rapport au fait qu'ils ont quand même relativement bien réussi cette tâche. C'est vrai que si la tâche est reconduite, l'année prochaine, bah, les éléments de compréhension, qui posaient problème pourront être précisés, hein, dès le départ. On devrait aussi réduire fortement, la charge, puis se concentrer du coup encore davantage sur le temps passé pour les feedbacks. Là aussi la qualité des travaux, intermédiaires, avec peut-être pour être meilleure éventuellement avec une consigne plus détaillée. On pourrait même imaginer que certains groupes ne demanderaient pas forcément un feedback intermédiaire parce que pour eux c'est assez clair. Et puis on pourrait se concentrer du coup sur les groupes qui en ont davantage besoin, hein, qui tirent parce qu'on était quand même sur une tâche ouverte, très ouverte finalement et certains groupes, pour certains, c'était difficile cette ouverture. Je regarde l'heure, c'est bon. Elle était difficile en tout cas, ils avaient du mal à en tirer parti. On pourra en discuter éventuellement, ensuite. Heu, alors, quelques éléments d'évaluation du point de vue des étudiants. On a eu j'étais assez, étonnée par des témoignages spontanés d'étudiants qui m'ont envoyé des messages en disant le plaisir qu'ils avaient à réaliser la tâche. Mais alors bon, ce que je vais ici, vous montrer, c'est surtout, les éléments en tout cas d'évaluation à 2 questions. On a posé 2 questions, donc il y a eu l'évaluation de l'ensemble du module, du cours et puis on a posé seulement 2 questions sur cette tâche optionnelle. C'était: «Est-ce que la thématique, vous a paru pertinente?» et puis: «Quels sont les moments clés qui ont facilité ou rendu difficile la réalisation de la tâche?» Alors clairement, la thématique était en tout cas, oui, ça représente peu d'étudiants, hein, juste pour dire. C'est 20 des étudiants qui ont réellement réalisé la tâche, donc mais c'est quand même une indication, ça donne une indication. Donc pour eux, clairement, la thématique était perçue comme authentique et pertinente, donc c'est un élément important, en tout cas, je pense, dans l'engagement qu'ils ont pu mener. Et puis on a, des moments clés qui ont facilité ou rendu difficile la réalisation de la tâche. En fait, cer ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint nos intentions principales finalement au niveau des ressources développées. C'est-à-dire que c'est essentiellement les descriptifs des tâches et les feedbacks qui ont vraiment été plébiscités comme facilitants. Alors certains commentaires vraiment des étudiants indiquent qu'ils n'avaient pas consulté en fait toutes les ressources mises à disposition. Donc ça, je ne vais pas revenir là-dessus ici, si jamais dans la discussion on peut revenir, mais on voit vraiment la difficulté de certains de s'approprier les ressources qu'on met à disposition. Mais globalement, on a quand même des éléments qui renforcent l'idée de ce qu'on a pu mettre en place. Et quelques éléments de conclusion, voilà,
des éléments en tout cas qui nous semblent importants, qui nous ont permis d'articuler ce soutien à l'apprentissage et la viabilité pour de grands groupes à distance, c'est la tâche authentique, c'est le travail de groupe, c'est la démarche globale d'accompagnement avec l'articulation de ressources et un environnement simple et évolutif, le fait de concentrer l'intervention humaine sur le support cognitif et affectif, et puis de centrer les échanges en asynchrone, forum sans abonnement. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir respecté le... Voilà. Je vais maintenant Je vais arrêter le partage. Est-ce que j'arrête le partage? C'est mieux? Ah, il faut voir s'il y a des questions, peut-être qu'ils demanderont de revenir sur certains points. Moi, je vais couper l'enregistrement, comme ça on peut passer aux questions. Je n'en ai pas vu passer dans le chat, mais je présume que Ok. vous en avez.